Bonjour, c'est Clint sur Aquabrain. Donc partez pendant que vous pouvez encore. Bonjour et bienvenue mes frères et sœurs chez Aquabrain, l'émission TV Aquabrain. On va parler de l'émission de Clint Red Pill Sunday School. On va parler de loi internationale et de loi US avec Clint Richardson, notre hôte, quelque part en Utah. Les émissions de Clint sont sur YouTube, c'est le Red Pill Sunday School et l'adresse du blog en dessous. Salut, je suis Clint Richardson et j'annonce officiellement ma retraite du mouvement Freeman ou souverain à la con. Rejoignez-moi sur TV Aquabrain et on va en parler. Clint, je suis content de te recevoir, merci d'être revenu. C'est par rapport à ta dernière publication sur ton blog. Tu dis c'est ton dernier article et tu nous dis au revoir. C'est ça, t'en as marre? Ouais, c'est ça, j'en ai marre. Et puis c'est aussi trop de censure. C'est très dur de me trouver sur internet, il faudrait que je recommence tout depuis le début. Il faudrait que je recommence un nouveau blog, que je refasse mon réseau. Mais franchement, je suis fatigué, j'en ai marre. Je me suis rendu compte de pas mal de choses derrière la scène qui m'ont fait me questionner sur tout ce mouvement. Donc ouais, j'en ai marre de ce mouvement, de la soi-disant vérité et autres. Je suis fatigué d'entendre parler de souveraineté. Ceux qui disent qu'ils sont souverains et qui vont aller voter pour leur chef. J'en ai marre du mouvement patriote américain, c'est de la connerie. Je crois que j'ai cherché un sobriquet différent pour renommer tous ces mouvements, le soi-disant Freeman. Avant j'appelais ça le Truth Movement, le mouvement de la vérité, et ça mérite plus du tout ce nom-là, car les gens n'ont pas envie d'entendre la vérité. Moi j'appelle ça maintenant le mouvement de la fausse rédemption. Tout le monde veut la rédemption, mais personne ne veut se retourner vers la Bible. Tout le monde cherche la rédemption, les processus légaux de la rédemption pour se sortir du système. Ceux qui disent je vais rendre mon numéro de sécurité sociale et je vais devenir libre. Je crois que je suis libre alors que en fait je suis toujours un esclave. Ou alors je vais faire un passeport spécial qui dit que je ne fais pas partie des US, même si l'agence qui les fabrique est une agence US, mais je vais dire dessus que je suis d'un état souverain, mais tout ça c'est du flan, ça n'existe pas. J'ai regardé, étudié tout ça, j'ai regardé toute l'histoire du monde même. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je regarde les lois internationales, les traités internationaux, plutôt de regarder les lois des esclaves, donc les lois citoyennes, et tout le romantisme qui a été construit autour de ça dans le mouvement patriote en fait. Quand tu regardes en dehors de chez toi, les traités internationaux ont toujours existé. Ouais, tu parles de l'unidroit. L'unidroit, en gros, ils essayent d'amener les gens vers ça, comme un standard international de droit international, de la gestion des contrats. Donc en gros, c'est comme, exemple, t'achètes un ordinateur, t'es super excité, mais ça dit, avant de commencer, mais d'ouvrir ton ordinateur, on te fait d'abord accepter les conditions d'utilisation, les droits d'utilisation du produit que tu as acheté. C'est un contrat, il faut l'accepter, contrat unilatéral, contrat d'adhésion. Donc en gros, ça se dit et tu signes, tu abandonnes tes droits. Tu ne pourras pas utiliser le droit classique car dans ton contrat, tu as accepté les conditions privées spécifiques de ce contrat. Donc en gros, tu vas passer sur des tribunaux privés, tu ne pourras pas utiliser le système légal classique. Donc le processus d'arbitration va se passer par un service clientèle par exemple. Et tu peux pas argumenter avec eux. Toutes les conditions d'utilisation sont déjà préparées. En plus, c'est eux qui vont choisir l'arbitration et les conditions de règlement des désaccords et des problèmes. Donc en gros, tu es en train de me dire que si je suis d'accord à utiliser cet ordinateur et qu'il y a un problème, que je ne peux pas utiliser mon propre système de loi, mon droit classique, car j'ai fait cet accord d'utilisateur qui en gros m'interdit d'utiliser les propres systèmes juridiques dans le pays où je vis, dans l'endroit où je vis. Voilà, c'est ce qui se passe vraiment. Tout le monde fait ça en fait, on le fait de plus en plus. C'est le droit international. Donc c'est le but d'ailleurs de nous pousser à utiliser l'identité numérique, la cryptocurrency, donc la crypto-monnaie. Oui, parlons de l'idée stupide de crypto-monnaie. Cette stupide idée d'une monnaie courante qui n'est basée dans aucun pays, n'est basée sur aucune loi, qui n'a aucune souveraineté. En gros, ça ne représente rien. Ça ne vaut rien, à part peut-être que tu peux l'échanger avec des dollars, ce qui va entraîner la dévaluation du dollar et entraîner tous les problèmes qui vont avec. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qui définit un pays? C'est sa monnaie courante.
Donc tu veux pas dévaluer sa monnaie. Tu dévalues la monnaie de ton pays avec la crypto-monnaie, et qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Donc tu vois, les gens, ils réfléchissent pas à tous ces trucs-là. Et d'un autre côté, ils nous servent le discours je suis un patriote, mon pays, la souveraineté, je suis ceci, cela, j'adore mon pays. Les gens ne savent même pas ils sont pas dans un pays, ils sont dans une entreprise privée, une corporation. Donc tu comprends pourquoi j'en ai marre de toutes ces conneries. Et on peut en parler autant que tu veux, comme je t'ai dit, j'en ai marre de ça. Là, je vais te raconter ce qui s'est passé pour moi, hein, quand j'étais dans ta position à toi. Là, je faisais des émissions radio, hein, comme toi, tout juste après le 11 septembre, et je voulais interviewer les gens qui étaient dans ce genre de mouvement depuis un moment. Et je voulais voilà, faire mes recherches, avoir leur avis. Et j'ai remarqué qu'il y avait un petit groupe, des gens bien particuliers, qui ont fait cet énorme travail de recherche avant moi et nous, et qui disaient soudainement j'en ai marre, j'arrête, j'en ai marre de toute cette merde, j'abandonne, je ne veux plus faire ça du tout. Donc ce que je remarque par rapport à moi maintenant, qui suis dans la même situation, c'est qu'ils sont tous arrivés aux mêmes conclusions et ils ont tous la même raison d'arrêter. Des gens comme Montgomery, l'informeur et d'autres ont arrêté pour la même raison. C'est qu'à un moment donné, ils ont lu the Law of Nations, donc le droit international, le droit des gens. Et là, il parle du traité de Emmerich de Vatel, donc vers 1760 en gros, voir dans les liens. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dedans? Ils ont trouvé le droit international. J'assume qu'ils ont trouvé ce que moi j'ai trouvé. Hein. Et quand tu commences à questionner tes propres croyances, c'est comme quand tu sors de la religion en fait. Mais d'ailleurs, c'est une religion. Hein. Le mouvement des chercheurs de vérité, mouvement patriote, la souveraineté, c'est une religion. Donc ils sont remplis de croyances et c'est dur à accepter pour beaucoup, car il est dur de sortir d'un culte et d'une religion, car tu dois faire face à ton propre système de croyances, tu remets en cause tes fondements, tu crois que certaines choses sont vraies. Donc prenons un exemple, tout le truc est basé sur la notion qu'à un certain point, les États sont souverains. Si les États ne sont pas souverains, ça marche pas quoi. Tout l'édifice s'écroule. Donc l'État doit être souverain. Et personne n'est jamais allé regarder? Eh ben non. Tous ces fondements sont passés religieusement par des croyances, personne vérifie. Du style, est-ce que cet État précisément n'a jamais été souverain ou pas? Et quand on parle de souveraineté, parle-t-on d'une souveraineté intérieure ou externellement? On parle de la loi des nations ou de ce qui se passe à l'intérieur des US? Ou alors en s'occupant de ce qui se passe en dehors des US? Est-ce que les États sont séparés? Et donc finalement la question se pose, comment se forment les États? Est-ce que tu sais comment un État est formé? Comment un État devient un État? Je vais probablement me tromper, mais est-ce que ça a quelque chose à voir avec la Constitution? Oui, tu dois te tromper d'abord avant de pouvoir avoir raison. Hein. C'est ce que j'ai appris. J'en suis l'exemple premier. Oui, j'ai regardé ta dernière vidéo sur ce sujet. Et d'ailleurs, on peut rester confus sur certains points et tout ce que tu expliques. Ouais, mais t'inquiète, les prochaines vidéos vont finir de tout expliquer. Et je vais finir de parler et d'expliquer tout cela. Parce qu'une fois que tu découvres cette histoire de l'État-nation, une fois que tu découvres la science politique, tu te dis ah ouais, tout le reste c'est de la merde. Parce qu'on n'est jamais supposé parler de science politique. On ne doit parler que de politique et de religion. Non mais vas-y, lâche-toi. Donc moi c'est dans ma nature, hein, il faut que j'aille tout vérifier. Car j'avais un système de croyances que j'ai développé de tous les gens que j'ai écoutés. Mais maintenant je fais ma propre recherche à moi. Donc quand je me rappelle de moi, ce que j'ai écrit, ce que j'ai appris à l'école, ce que je vois sur Fox News, cette chaîne particulièrement promeut tout ce qui est patriotique, une pseudo-histoire des États-Unis qui est aussi des mensonges. Donc moi je te dis, voilà, comment se forme un État. La première chose, c'est qu'il y a un territoire des États-Unis. Un territoire des États-Unis. D signifie appartenant à. Donc prenons le territoire de l'Oregon ou n'importe lequel territoire que tu veux. Là tu connais l'histoire classique. Les territoires ont été divisés en États. Alors si ils étaient des territoires des États-Unis,
et que l'État US n'était pas formé. Les gens ont pétitionné le gouvernement pour former un État et pour donc créer des frontières. Donc c'est le Congrès qui écrit tout ça et c'est le président qui signe sous la loi US que l'État existe. Et les gens acceptent une constitution qui dit que la constitution des US est la loi suprême sur ces terres. Dis-moi, alors là, où est la souveraineté? Ouais, elle est abandonnée dans la signature, c'est ça? Ouais, attends, si d'abord ça appartient aux États-Unis, ensuite une corporation de gens ont démarré un État, et à quel point ça n'est plus un territoire? Pour répondre à cette question, il suffit de regarder la guerre civile, car quand les États ont commencé à sécessionner, la guerre de sécession, donc l'opinion des États-Unis, ils volent la terre des États-Unis. Donc c'est pour ça qu'ils y vont et les défoncent. C'est pas une guerre de l'esclavage, hein. Ils ont rendu ça légal. Pour vérifier ça, tu peux aller sur le site internet des tribunaux. Même si la Confédération sont barrés du Congrès, de ce Congrès illégitime, hein. Donc en fait il n'y a pas de Congrès. Là, le Congrès US, en gros, c'est le Sénat et la Chambre des représentants. Donc il y en a qui sont partis former leur propre confédération. Mais devine qu'est-ce que veut dire confédération? La conspiration ou la combinaison. Donc qu'est-ce que ça a produit? Les articles de la Confédération. Ouais, ils ont dit que c'est une conspiration contre le roi. Donc maintenant on a une nouvelle confédération. Une conspiration de gens qui ne veut pas faire partie de cet état-nation qui vient juste de naître, les US. Cette corporation qui a été construite à Washington DC, District of Columbia, et qui cherche à tout contrôler. Donc tout d'un coup, tu as tous ces États qui veulent devenir une nation séparée, chacune de leur côté. Des États-nations. Mais personne ne parle de ce truc-là. Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Comment cela a pu se passer? La seule façon dont cela peut se passer, c'est si les autres nations du monde, les Nations Unies, reconnaissent la Confédération comme étant sa propre État-nation. Donc tu vois la vraie histoire de ce pays et de tous les autres pays du monde, en gros, pour résumer, qui n'est pas déjà une monarchie, c'est qu'ils se sont fait arnaquer en formant d'abord ce qu'on appelle une république, un Commonwealth, donc des richesses communes, une nation qui s'autogouverne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de nation. Le concept de nation n'est pas un concept physique. Une nation est un concept spirituel. C'est pour ça qu'ils enfoncent à fond le principe de nationalité. C'est-à-dire la nationalité, ou la partie nation d'un pays, et le système de croyance des gens. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps à fond nationalité. Ça devient presque un terme démonisé. Tu veux pas trop de gens de ferveur nationaliste. Et c'est la raison pourquoi ils forment un pays, c'est le nationalisme. Pourquoi chaque État, pays se protège, c'est le nationalisme. C'est la motivation spirituelle, donc le concept de nation est spirituel. Et ce qui se passe, c'est quand l'idée de nation est volée, usurpée et incorporée dans ce concept d'État-nation. Quand la nation, l'idée de la nation, devient une corporation, un État, ou alors là, qu'est-ce qui se passe? Et moi, du coup, je vais regarder tous ces pays. Et du coup, je m'aperçois que la Russie, la Chine, ça s'appelle toutes des républiques. Et dans le mouvement des Freeman, on entend « on est une république, on est des républicains, c'est la république qui nous sauve », comme la république du Texas, l'étoile solitaire, ça veut rien dire, car la nation n'existe pas, c'est dans ta tête. Donc le problème, au départ, c'est que tous les pays se sont fait arnaquer en se formant en tant que république, afin que le corps international, sous le droit international, et la Constitution dit qu'elle est sous le droit international, les États-Unis sont
sous le droit international. Et alors tu vas lire le droit des gens, le Law of Nations, d'Emer de Vattel. Et là tu vas commencer à comprendre que tout pays dans le monde a été incorporé comme État-nation. Et c'est devenu, c'est ce que sont les Nations Unies, qui a commencé comme la Ligue des Nations. Donc on part du territoire, on va à la République, ensuite à la nation et à l'État-nation. Ouais, le territoire appartient déjà aux États-Unis, car techniquement c'est le territoire de l'armée des États-Unis qui fait la conquête de ce territoire. Donc on est sous occupation, ensuite l'État est créé à partir des territoires. Et quand tu regardes les Nations Unies, la définition de l'État-nation, ce que c'est un territoire qui a été conquis ou acheté par la conquête. Que d'une façon ou d'une autre, que j'achète la terre ou que j'en fasse la conquête, il n'y a aucune différence. Ça va être fait volontairement ou involontairement. Donc, et quand tu regardes juridiquement, la conquête et l'achat, c'est pareil. En anglais, purchase, acheter, c'est un peu comme la poursuite ou pour la chasse. Donc la chasse, c'est la conquête. Ouais, on va prendre la fiction appelée la terre, ta terre. On va te la prendre. Ouais, Clean, c'est ce que j'adore dans tes vidéos. C'est que tu retournes toujours vers la définition. Et tu ne laisses pas un seul mot indéfini. Ouais, t'es obligé, t'as pas le choix. Sinon, t'es perdu. Sinon, tu développes ce système de croyance sur de fausses définitions que tu penses que le mot représente. Tout un système construit sur ça. Par exemple, construit sur des maximes de loi qu'on retrouve dans la Bible d'ailleurs, même de partout. Si tes fondations sont bancales, toute ta structure va être bancale. Ça va se casser la gueule. L'église, par exemple, est construite sur le rocher. Qu'est-ce que la métaphore de ce rocher? C'est les gens. Sans les gens, il n'y a pas d'église. Les gens pensent que l'église, c'est un immeuble. Non, l'église, c'est les gens. Comme l'État est supposé être les gens. Là, ils ont remplacé tout ça par les corporations, le droit international, le droit des contrats, tout est commerce. On va voir à Philadelphie, là où la Constitution a été fabriquée et signée. J'ai jamais vu un endroit aussi commercial que ça, quoi. Je pouvais jamais imaginer la symbolique qu'il y a là-bas, quoi. Il n'y a pas plus maçonnique que Philadelphie. C'est une horreur commerciale, j'ai jamais vu ça ailleurs. J'en reviens toujours pas d'ailleurs. Mais maintenant je comprends, parce que c'est là où ils implémentent la construction de nouveaux mondes. Donc quand on parle de la Law of Nations, la loi des nations, le droit des gens, on parle de droit international, on parle de contrat, on parle du droit de la mer, du droit maritime, on parle d'un droit où tu rentres dans un contrat qui t'emmène en dehors des droits locaux ou du système juridique classique. Mais c'est ça que sont les États-Unis d'ailleurs. Les États-Unis laissent les affaires locales aux États respectifs, mais ça ne les rend pas souverains. Et laisse-moi te le prouver. Regarde, j'ai une super carte d'identité, un permis, et je l'ai eu grâce à mon médecin, et ça dit que je peux fumer de la marijuana légalement en Californie. D'accord? Le problème, c'est que tu es un citoyen US. Et est-ce que c'est légal aux États-Unis? Est-ce que tu peux avoir des problèmes légaux? Est-ce que les entrepôts qui sont censés légalement vendre la marijuana peuvent être saisis par le FBI, donc la police fédérale des États-Unis? Eh bien oui, parce que c'est illégal dans les US. Les États ne sont pas souverains. Pas parce que tu as une petite carte de ton État, ça dit juste que la police de l'État, elle va te laisser faire. Mais un État, c'est comme un bureau de la poste, c'est une autre juridiction, une autre corporation. Parce que c'est financé par certains fonds, par des fonds des US aussi. Bref, il n'y a pas de souveraineté d'État, mais il n'y en a jamais eu. C'est la plus grosse tromperie sous laquelle on s'est fait avoir. Une question donc de juridiction. C'est pour ça que j'appelle ça le mouvement de la fausse rédemption.
Ouais, dans l'une de tes dernières vidéos, t'expliques un peu tout ce genre de tromperies sous lesquelles on peut se faire avoir. Que certains se proposent des papiers que tu signes pour être indépendant ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien de légitime dans tout ça, rien de légal. Et donc c'est une des raisons pourquoi. Ah, désolé, on essaye de m'appeler. Ouais, peut-être que c'est pas Jordan qui essaye de t'appeler. Ouais, en gros, la vidéo à laquelle tu réfères, c'est moi qui explique ce qui est écrit sur le site du FBI et qui explique toutes les fraudes et pourquoi les gens peuvent être saisis, avoir des amendes, etc. Que ce soit la marijuana ou autre. Et tous ces sites internet qui disent non, il n'y a pas de compte de sûreté, de compte au trésor public, un compte avec des milliards de dollars dessus, que tu vas pouvoir récupérer à la fin de ton périple magique, comme le Hobbit. Non, je peux te le dire, tu vas pas pouvoir encaisser ton acte de naissance, ni l'échanger ou le convertir en espèces, en cash, ni ta carte d'identité, ou etc. Et pourquoi donc? C'est la Réserve fédérale US, la Fed US qui te le dit sur son propre site. Et c'est elle qui t'avertit que c'est pas possible de croire à ce genre de compte de sûreté d'acte de naissance. Les gens ne vont pas vérifier. Et la Fed dit, les comptes du Trésor, il n'y a aucun compte de sûreté pour les gens. C'est le Trésor, la banque du Trésor, il n'y a que des interactions avec d'autres banques. Donc il n'y a aucune chance que le Trésor US ou la Fed ait un compte à mon nom, Clint Richardson, avec de l'argent dessus parce que je suis né sur le territoire US. Donc tout ça c'est débile, mais on confond aussi avec une chose tout à fait légitime, car il y a en effet certaines choses qui se passent derrière le rideau. Je te donne un exemple d'une chose légitime qui se passe. C'est horrible, hein, mais c'est légitime. Et c'est comme ça que le système marche. Hein. On va pas dire que c'est légitime, entre guillemets, car en fait, ça fait partie de ce système illégitime, mais c'est bien en place. Donc ce système illégitime est légitimisé d'une façon, qu'il y a bien un système de CRIS, donc un système de tribunaux d'investissement, voir dans les liens. Je suis pas sûr, mais je crois que la SEC US en fait partie. Donc ça réunit tous les cas, hein, tous les idiots qui se sont pris des amendes. Les amendes de vitesse, de stationnement, toutes ces amendes des citoyens. Donc tous ces comptes existent et le juge en gros dit attends, on va recommencer depuis le début. T'as un policier qui vient de dire, en gros une simple contractuelle, hein, un parc-mètre, un amende-mètre, qui a comme obligation de donner des amendes pour pouvoir payer les salaires de leurs opérations illégitimes. Donc il va t'écrire un procès-verbal, te donner une amende, une citation à comparaître. C'est en fait une citation à comparaître au tribunal. C'est ce que cela signifie vraiment. Donc tu dois, disons, payer une amende de 500 $. Et finalement, au tribunal, le juge te dit ah bah aujourd'hui, je suis sous un bon jour. Donc c'est la première fois que tu fais cette erreur. Donc finalement, on va vous faire payer que 100 $. Ou tu vas au tribunal et moi je suis allé plein de fois à observer ce qui se passait. Bref, le juge arrive toujours à négocier en disant ah, finalement on va vous faire payer moins que le montant. Ils te font peur avec une grosse amende à payer, comme une amende de 1000 $ par exemple. Finalement ils disent oh, on va pas te faire payer 1000 $, je vais être gentil aujourd'hui. Tu vois, avec le sourire au bout de la dent. Je vais seulement te prendre finalement 300 $, mais attention, faut pas que ça se reproduise, hein. Pour pas en cucu sinon. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé un instrument financier de 1000 $. Le policier a créé un instrument financier de 500 $. Le juge dit tu payes seulement 100 $ et que je te revoie pas. Hein. Mais il y a toujours cet instrument financier de 500 $. Mais tu vois, c'est comme tout le système de sécurité sociale. On sait que le système de sécurité sociale est un instrument de dette. Le compte de sécurité sociale est un compte je te dois, I owe you. Bah, tu me dois, enfin tu dois à l'État. C'est de la dette. Donc ce qui doit être payé sur ce compte doit être payé sous forme de paiement. Il n'y a pas d'argent dessus. C'est ce que les gens doivent. Il y a une dette qui a été créée, comme pour les amendes que je viens de t'expliquer. Et on sait que le gouvernement est l'investisseur numéro 1 dans la dette. Oui, dans notre pays, la dette est la richesse. Oui, je te dis, si tu connais un ou deux millionnaires,
Je te garantis qu'un d'eux aura fait sa fortune dessus en investissant dans la dette. En achetant les prêts d'autres gens, car tu achètes le principal mais tu gardes tous les intérêts. C'est pour ça que les banques font des hypothèques, elles vendent des prêts. Je vais aller faire un prêt pour 500 000 $ pour acheter une maison. Et 45 jours plus tard, tu as déjà une nouvelle banque qui est propriétaire de ton prêt. Et qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la banque numéro 1 aurait pu attendre 30 ans pour récupérer son dû. Ou elle pourrait dire, ah, tiens, j'ai un instrument financier ici, pour lequel on n'a donné aucun argent d'ailleurs. L'argent est créé des papiers qui ont été remplis, hein, et le nombre créé sur un ordinateur. Il n'y a aucun argent impliqué dans tout cela. Et ça d'ailleurs, je crois que c'est inscrit dans un des documents de la Réserve fédérale US, comment les fonds de réserve sont créés. Donc quand la banque remplit les formulaires de prêt, la banque ne te prête jamais d'argent. C'est avec ce document que l'argent est créé, entre guillemets, la dette surtout. Donc, quand tu signes avec l'agent, ils utilisent ton nom sur un prêt qui est mortgage en anglais, donc en gage de mort. En anglais, c'est un pledge, comme un serment, on promet de garantir, de l'ancien français pledge, P-L-E-I-G-E, celui qui sert de caution et de garant, donc par cet intermédiaire de la banque. Donc la banque finalement se dit, j'ai un instrument financier de 500 000 $, plus environ à peu près 1 million en intérêt. Hein. Donc en gros, j'ai un document de 1,5 million de $, un instrument financier, car ils prennent toutes sortes d'intérêts dessus. Donc la banque peut attendre 30 ans pour collecter l'argent. Et une des chances, c'est que toi tu vas faire banqueroute avant, ou je peux revendre le prêt tout de suite. Donc la banque numéro 1 dit à la banque numéro 2, je te le donne pour, allez, 400 000 $. Alors la banque numéro 2 dit, bah ouais, pas de problème, hein, ça vaut 1,5 million de $, donc je prends. Donc cette banque, en l'espace de 45 jours, a fait 400 000 $, sans devoir rien payer du tout. Techniquement, ton prêt, il est payé, mais ça, ils te le disent pas. Et puis ils pensent que tu es trop con pour comprendre que quand une banque te fait un prêt, et qu'ensuite qu'une autre banque l'achète, il règle ta dette. Donc la banque numéro 2 va continuer à collecter ton argent sans te le dire. Donc la banque numéro 1 a 400 000, alors qu'elle avait rien avant, et elle se dégage de toute autre charge, facturation, etc. La banque numéro 2 a 45 jours avant de pouvoir la revendre aussi. Et bien sûr, la banque numéro 3 est là, prêt à l'acheter. Banque numéro 2 dit, bon, on l'a acheté 400 000, on va en faire 200 000 avec. Donc on va la revendre à 600 000. Et la banque numéro 3 dit, et Banco, bah ouais, ça vaut 1,5 million. Donc la banque numéro 2 a fait 150 000 hein, après taxe, en gros, hein, tout ça en 45 jours. Donc maintenant la banque numéro 3 détient un prêt qui vaut 1,5 million, moins les 600 000 qu'elle a acheté. Donc ça, c'est pas trop mal, hein, 900 000 sur 30 ans. Enfin, 29 ans et 10 mois. Donc c'est ça qui se passe, c'est pourquoi ils la revendent autant de fois. Et déjà, ils ont fait 1 million de $ rien que sur un prêt, dès le départ. Donc hypothèque sur hypothèque, hein, si ça s'est revendu plusieurs fois, et chaque fois plus cher, il y a bien plus d'argent en jeu qui se transmet dans tous ces transferts et ces arrangements que le prêt, que la valeur du prêt lui-même. Bref, voilà en gros pour résumer. On se rappelle qu'en 2008, cette supposée crise financière, bah, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer quand tu revois je sais pas combien de fois un truc que tu as hypothéqué, jusqu'au point où tu as fait 4 ou 5 millions de $ avec, sur un prêt de 500 000, et sur une promesse de payer 1,5 million à la fin. Donc si la personne a fait banqueroute et que la maison est foreclose, il n'y a plus personne qui paye. Donc finalement, tu as fait 5, 6, 10 millions de $ sur ce truc, sur cet immeuble, sur ce document. Et pour la banque, c'est facile, hein, affaire classée, on est venu, on a vu, on a fait de l'argent et terminé. Et tout ça parce que nous, on ne sait pas ce qu'on fait. Quand on signe un prêt bancaire,
On crée cet argent, dette, au travers de ce document en papier, hein, c'est littéralement comme on dit, hein, créé à partir de rien. En anglais, ils disent d'erfin, et cette valeur. Alors, que fait le système juridique, le système des tribunaux? Ah, ils doivent prendre leur part quelque part, hein. Bah, c'est ce qu'ils font. Ils disent, tiens, on a ce document, cet instrument financier, que ce policier vient juste de créer, cette amende. Donc le juge va dire, bah, tu nous dois tant. En réalité, l'amende est de 5000, mais lui, il va écrire que 1000. Mais il va enregistrer un document d'une valeur de 5000. Donc une promesse de payer, une obligation, je te dois, tu me dois. C'est donc une ressource qui va aller dans les registres d'investissement des tribunaux. Car tu dois payer dans un temps limité, hein, 30 jours, 60 jours, 90 jours, enfin, ça dépend. Donc voilà, ça va rester dans leur système pendant 6 mois. Et s'ils reçoivent le paiement, ils vont pas prendre le cash tout de suite. Car chaque jour, cette promesse de payer, cet instrument de 5000 dollars, crée des intérêts sur les comptes d'investissement de ces tribunaux, des fonds d'investissement. Donc voilà, hein, ça c'est des titres sécurisés. Donc imagine, hein, des dizaines de milliers de documents d'instruments financiers d'amende réunis ensemble, 100 dollars par-ci, 200 dollars par-là, tout mis bout à bout, dans un fonds d'investissement. Tout d'un coup, tu te retrouves avec 2-3 milliards de dettes investies. Et c'est ce qu'un dollar est, hein, d'ailleurs, hein. C'est un je te dois, hein, c'est une promesse de paiement en fait, hein, c'est pas de l'argent. Donc si à la fin, s'il te reste qu'un billet d'un dollar, tu t'es fait arnaquer, quoi. Car c'est de la dette. Donc dans un système qui est craché, ton billet vaut plus rien, personne ne va l'accepter, hein. Donc voilà, ces fonds d'investissement sont liés au numéro de CUSIP, CUSIP. Je te renvoie encore dans les liens de la description. Donc c'est un numéro en relation avec la SEC US, Security and Exchange Commission, sec.gov, dont ça fait partie d'un paquet d'investissements de titres sécurisés. Et cet investissement attend et ça tourne et ça fait des intérêts. Donc, toutes ces promesses de payer, d'amende qui sont là en attente dans des fonds spécifiques, sécurisés, assurés, garantis, et donc investis dans des choses qui vont retourner d'autres intérêts, des stocks, hein, des obligations de marché, etc. Ça va retourner des intérêts, hein, des garanties. Moi, sur 1 milliard de fonds d'investissement de dettes, promesses de paiement d'amende, bah, ils vont faire des millions de dollars, hein, en l'espace des 30 jours ou plus que cet intérêt, cette sécurité, cette amende existe, quoi. Et ça, c'est le supposé système légitime, la base du fondement des tribunaux. Chaque tribunal participe à cela, car de toute manière, c'est pas des tribunaux, c'est pour ça qu'on dit près du tribunal, hein. C'est toutes des corporations, des sociétés privées, la plupart du temps détenues par les juges eux-mêmes. Fais-moi un petit résumé de ce que les gens vont trouver dans tes cours Red Pill Sunday School. T'as 2 saisons, je crois, de vidéos. Ouais, la première saison, ça encompasse tellement de choses, hein. Beaucoup d'histoires, l'histoire de la Confédération aussi, la naissance des nations, du corps des nations. Mais ça a toujours été comme ça, hein. C'est pas parce qu'ils ont commencé les Nations Unies que c'était pas comme ça avant. En sous-marin, entre guillemets, ça a toujours fonctionné comme ça. C'était plus ou moins des corporations non officielles, des traités de commerce entre pays. L'ex-McCarthyria a toujours eu des lois internationales, au niveau du commerce surtout. Donc à ce temps-là, quand la Confédération a essayé d'être reconnue internationalement, d'ailleurs c'est ce qui se passe pour les micro-États, hein, ils essayent de se faire reconnaître internationalement. Donc ils n'ont pas été reconnus, donc ils n'ont pas eu la protection sous la loi internationale des nations. Donc ils ont traité la Confédération comme n'importe quel dictateur va traiter ces sujets. Si tu prends par exemple la République de Chine, hein, c'est une république, hein, donc faut pas penser que la République c'est quelque chose de bien, hein. La Russie est une république. Tous ces pays qu'on considère comme communistes ou méchants, c'est des républiques, car ils ont été incorporés à tout ce système. Donc l'histoire de tout cela, et c'est surtout cette histoire d'État-nation qui a commencé il y a environ 400 ans, avec le traité de Westphalie. Et d'ailleurs, la Suisse était le seul pays, entre guillemets, supposé avoir été créé sous forme, entre guillemets, de pays, alors que c'est un État-nation. Et il n'y a jamais eu de pays, hein. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un pays, une position très intéressante, leur position financière et leur soi-disant neutralité.
mais c'est pas un pays, la Suisse. Ouais, je crois qu'il n'y a pas eu trop d'imposition du port de masque là-bas. Il y a eu un régime un peu différent des autres pays, entre guillemets. Ouais, ça vient justement à cause donc des traités qui sont ouais, des relations comme ça. Et les traités font loi, ça il faut bien le comprendre. Donc, pour ça que sans arrêt des traités sont signés entre pays. Et quand tu les lis, hein, tu vas voir que l'idée de souveraineté quoi, est pas possible. Ouais, c'est intéressant, Clint, que tu parles de traité, parce qu'il y a Patrick Jordan, il a fait une vidéo sur cette histoire des Premières Nations amérindiennes aux États-Unis. Donc c'est un terme intéressant hein, qui s'appelle nation, ces Amérindiens. Ces gens ne peuvent rien faire, enfin ils ont personne à qui aller se plaindre entre guillemets, car le président n'est simplement qu'une position d'administration. Il n'est pas le président du traité que ces nations ont signé avec les US. Ouais, ils appellent cela l'État administratif, administrative state. Il y a pléthore de livres hein, sur le sujet de l'État, l'administration de l'État. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. J'ai fait toute une série dessus, je me rappelle plus exactement lesquelles. Mais voilà, où j'explique la signification, etc., etc. Donc la différence entre la délusion des gens qui se disent ouais, on est libre, on s'autogouverne et toutes ces conneries. Et franchement, bref, si tu es administré par l'État, les employés sont administrés par leur entreprise. Les esclaves sont administrés par leurs propriétaires. Enfin, tu commences à comprendre. Ça veut dire que t'as pas de choix, tu vois. Tu dois respecter les règles. Et ces règles, généralement, sont commerciales. Il n'y a aucune administration qui n'est pas commerciale, en fait. Donc voilà, c'est cette notion que tu es toujours sous une certaine forme de contrat, sous une forme de contrat, toujours, tout le temps. Donc que cela soit un compact ou une autre forme, c'est là que tu t'aperçois que tu es dans une relation commerciale, administratrice. Et si on regarde bien, même le code US, hein, dès le départ, dit que la moitié de ce code, c'est de facto, donc que c'est réfutable, donc négociable, mais surtout illégitime. Cela s'oppose aux de jure, hein, ou juridiquement légal. Et donc tout ce qui est de facto ou illégitime est commercial en fait, c'est du commerce. Par nature, hein, la banque, tous ces trucs, c'est du commerce. L'argent, l'agriculture, toutes ces choses. Et sont listées comme des formes illégitimes de gouvernement, donc de facto. Chaque pays au monde hein, fonctionne comme cela. Les soi-disant pays légitimes qui forment ces États-nations corporatifs. Ce que moi, au tout départ, j'ai appelé la nation, enfin, Corporation Nation, donc la nation corporation. Je comprends que maintenant, en fait, c'est l'État-nation, eux l'appellent l'État-nation. C'est un modèle donc qui est reconnu internationalement, qui est sous le droit international. Et quand tu regardes sous la définition d'État souverain, donc comment le voit l'ONU, et les autres corpus internationaux, tu ne vas voir que les États-Unis. Tu ne vas jamais voir la Californie, ni New York, ni les soi-disant 13 colonies libres. Tu vas ne voir que l'État-nation, les US, qui est donc Washington DC, qui ne fait pas partie des États. Il n'y a pas d'État souverain que des États-nations en droit international. Quand tu vas en Grande-Bretagne, en Irlande, Irlande du Nord, quand tu vois l'Écosse, ils ne sont pas reconnus internationalement. Ils font partie de la Grande-Bretagne. L'Écosse n'est pas un État souverain. Et moi, j'ai pas cru quand j'ai réalisé ça, quand je l'ai vu la première fois. Je me suis demandé, mais c'est quoi la différence entre les États-Unis et le Royaume-Uni? En gros, c'est la même chose, c'est des États-nations reconnus internationalement. Il n'y a pas de Grande-Bretagne, d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande du Nord. Ils ne sont pas reconnus comme des pays souverains. Ça existe nulle part. Hein. Mais elles sont quoi alors? Des États-nations? Non, 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 non. Elles font partie d'un État-nation. L'Écosse, le Pays de Galles font partie du Royaume-Uni. Ils ne sont pas reconnus comme nation souveraine. Hein. Ils font partie d'un État-nation. Mais il n'y a pas de pays qui existent dans le monde. Ils ont toujours commencé par être des républiques ou un truc à peu près pareil, quoi. Détruites grâce à la démocratie
est mis dans un modèle de corporation, d'État-nation, sans vraiment aucune notion de souveraineté. Hein. Il y a la notion d'autogouvernement, hein, mais oui, c'est intéressant, ouais, mais c'est quelque chose de complètement différent. Ouais, mais ce que ça veut dire, c'est que tu participes à rien de cela, donc tu ne fais pas de commerce, donc c'est un sujet, tu vois, bien différent. C'est individuel, c'est pas un truc de groupe, c'est pas the people, les gens. Donc tu vas dire que l'autogouvernement c'est plus un truc spirituel? Ouais, c'est 100% spirituel, car c'est pas commercial. Par contre, si tu fais du commerce, c'est là qu'on voit tous ces gourous patriotiques, souverainistes, qui vont te dire que je suis un voyageur privé, un individu privé, une personne privée. Tout ce qu'ils font, c'est entrer dans le droit international. Donc ils créent un trust, une fiducie, donc une personne morale. Ça, c'est les définitions juridiques, légales. Donc en fait, tout ce qu'ils font quelque part, enfin en tout cas spirituellement, c'est qu'ils s'abandonnent eux-mêmes. Alors, en gros, mon problème, c'est ça, c'est que tu abandonnes toute forme possible d'État souverain créé par les gens. Donc tu rentres dans le domaine du commerce, jouer des lois de l'amirauté, internationale. Donc tu le fais sous le droit international. Donc par contrat, sous tous ces principes de l'unidroit. En gros, quelque part, tu es une espèce de traître à toi-même, à ta nature, à la nature et aux vivants. Tu quittes ta communauté et les gens, et tu deviens une espèce de persona international, une corporation, une structure corporative qui a abandonné son spirit, son esprit, son âme, sous le prétexte d'être un voyageur privé, libre. Mais tu viens d'entrer dans le système volontairement, il n'y a pas vraiment de choses qui vont te protéger. Il n'y a rien vraiment dans leurs droits qui va te protéger. C'est ce que j'explique souvent. Oui, il y a des associations privées. Oui, il y a ces choses privées, le domaine privé, le droit privé. Mais très peu de personnes ont le côté, la compréhension spirituelle de cette chose. Et la plupart en abusent d'ailleurs. Et au bout d'un moment donné, ils ne pourront pas utiliser leur principe de droit privé comme excuse s'ils sont condamnés à quelque chose ou s'il y a un problème. Ouais, t'expliques un peu ça dans ta dernière vidéo, non? C'est incroyable comment tu vas dans le détail, comment tu expliques tout cela. Il y a une chose dont je voulais parler et dont tu parles. Une des choses les plus fascinantes, moi, que je pense, parce que je ne savais pas. Je vais essayer de résumer, mais tu peux m'aider. Il y a toutes ces corporations privées et possessions privées. Comme Disney, par exemple, on vient juste de trouver que Disney, ils ont un espèce de système d'autogouvernement. Moi, ça m'a pété le cerveau et c'est là que je suis allé vérifier des trucs. Ouais, je parle que tu parles des systèmes d'associations privées, donc je parle déjà parlé dans le corps commun. Voir dans la description, j'ai fait un article dessus. Ouais, tu parles de Housing Association aussi. Donc dans les pays anglo-saxons, c'est des organismes privés qui gèrent les logements sociaux. Tu parles de quelque chose en Amérique du Sud où ils font des t-shirts, non? Ouais, tu parles des FTZ, des Forest Train Zone, des zones franches. Donc voir dans l'article plus bas, dans la description. Ouais, ça fait un moment que j'ai parlé de ça et je voulais avertir les gens sur ce sujet. Ça fait partie de l'agenda 21, qui est maintenant l'agenda 2030. Et donc ces zones franches étrangères sont hors douane. Ça fait partie du développement durable. Moi, je me suis intéressé à mon cas spécifique ici dans l'état de l'Utah à Salt Lake City, où ils ont créé une zone FTZ. En gros, c'est zone d'échange étrangère, c'est zone franche. Déjà, si on retourne au tout début, tu es familier avec les traités comme NAFTA, TAFTA, etc. Mais super autoroute. Ouais, ça fait un moment que je suis tout ça. En gros, c'est un agrément, un contrat entre le Mexique et le Canada et les US. Toi, les traités d'Amérique du Nord pour des supposés échanges libres, Free Trade Zone. Donc en fait, les autoroutes sur lesquelles ces zones franches sont deviennent des zones navigables
C'est bizarre, hein, mais c'est ça. Eux le considèrent comme ça, c'est des voies virtuelles navigables. Donc la route devient comme une rivière, une voie d'eau. Donc c'est le réseau des voies navigables, donc qui sont soumis au commerce, au droit de la mer, au droit des eaux maritimes, etc. Donc en gros, ces routes ne font plus partie des États-Unis, ne font plus partie de l'État non plus. Ça devient une voie navigable internationale, un passage. Et donc ça va du Mexique, ça traverse les États-Unis jusqu'au Canada. Donc techniquement, tu peux amener tes drogues du Mexique jusqu'au Canada en conduisant au travers des États-Unis, avec certains endroits où tu peux t'arrêter, les zones franches ou zones d'échange libre où tu ne seras pas contrôlé. Donc je peux amener ma drogue depuis le Mexique jusqu'à la zone franche de Salt Lake City où il n'y a pas de droit US, il n'y a pas de douane non plus. Tu peux débarquer tes drogues, tes armes, ton argent, des gens, et aucun policier ne peut t'arrêter, te demander quoi que ce soit. Il ne peut pas t'arrêter car tu es sur une voie navigable internationale. Donc cette voie navigable virtuelle est sous le droit international. Le droit local, commun, tout ce que tu veux, ne vient pas interférer ici, ni avec la voie, ni avec les zones franches. Encore une question de juridiction et de comprendre les juridictions. Toi, tu me parlais que tu vérifies toutes tes étiquettes. Ça fait un moment que je voulais faire une vidéo où on allait voir dans une grande surface ou une galerie marchande et qu'on vérifiait toutes les étiquettes en filmant pour faire un documentaire sur cela. Vérifier les prix et les étiquettes faits au Bangladesh, etc. Made in Taiwan, Made in Guatemala, en fait rien n'est fait aux États-Unis. Tous ces magasins sont si américains dans leur vitrine, mais en fait il n'y a rien d'américain dedans. Rien n'est fait aux États-Unis et c'est au moins 90% des choses. Hein. Là on parle d'une manœuvre, mais vraiment moins cher que moins cher. Quoi. Et pourquoi parce que dans ces zones FTZ, ces zones franches, ils construisent des usines. Ils sont en train de créer même un modèle pire que ça, où en fait il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de droit spécifique sur ces endroits-là. En tout cas, pas de droit de travail, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Donc quand tu entends parler de toutes ces histoires d'enfants qui travaillent dans des usines, ces femmes aussi, dans ces ateliers clandestins qui ne sont pas en fait. Tu vois ça en Chine aussi, c'est des FTZ, c'est des zones franches. Il n'y a pas de droit local, les travailleurs n'ont pas de protection. Ouais, je me rappelle ce qui m'avait frappé, c'est fascinant d'ailleurs. Toi, que tu avais trouvé que ces travailleurs étaient payés juste un petit peu plus que les docteurs ou que les fonctionnaires. Donc du coup, c'était très tentant, même pour des docteurs, d'aller bosser là-bas. Ouais, c'est le nouveau modèle d'esclavage qu'ils sont en train de construire. Soit de la fabrication de marchandises, d'habits, de vêtements, de chaussures, tout ce que tu veux, dans des conditions horribles. Aucun avantage, aucune protection, mais du coup l'entreprise arrive à payer suffisamment. On va dire, tu vois, t'as Nike ou Reebok, ces corporations payent en dollars, mais les travailleurs reçoivent des dinars, des pesos, et ils reçoivent la monnaie locale. Donc l'entreprise privée, chaque dollar qu'elle va payer un de ses travailleurs, elle va vraiment payer en fait que 5 cents. Donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à trouver façon d'arnaquer les gens et contourner le système. Et essentiellement, quelque part, forcer les gens hein, dans ces zones géantes franches en accaparant toutes les zones industrielles ou la puissance industrielle pour le travail. Du coup, il n'y a rien à côté, tu peux rien faire d'autre. Et donc, ils arrivent à payer ces gens-là plus que le local, entre guillemets, grâce à ces taux de change par rapport à ces zones spéciales. Donc, ces positions, ces jobs supposés prestigieux, comme docteur, vétérinaire, etc. Tu sais, toutes ces professions qu'on dit quand on est gamin, ouais, je veux être pompier, je veux être médecin, etc. Un avocat. Car oui, quand on est gamin, on est conditionné, on est con. Donc ils arrivent à payer ces travailleurs autant que ces professions. Sauf que c'est des conditions horribles, sans aucun droit, sans avantage, mais ils seront plus payés qu'un médecin du coin. Donc un médecin peut démissionner, arrêter de son job et aller bosser et gagner plus dans ces zones franches. Et faire plus d'argent en faisant des chaussures. Et c'est ça qui détruit ces pays, bah ouais, tu m'étonnes.
Et ouais, c'est ça, hein, en fait, pour eux, le but, c'est de voler cette prospérité locale, en tout cas d'accaparer le produit du travail de ces gens et de l'échanger contre du papier qui vaut pas grand-chose, de l'argent d'aide, et pourtant, cependant, les marchandises sont bien transférées, échangées, vendues à des prix dépassant carrément le coût de production, quoi. Donc ouais, d'un point de vue local, entre guillemets, on va dire, ouais, ils font plus d'argent, c'est mieux. Mais en fait, non, non, ils gagnent de l'argent normal, comme tout le monde. Donc ouais, quelque part, c'est pathétique, mais en fait, c'est standard, c'est devenu la norme. C'est ce que le monde est devenu et fait. Donc voilà, dans toutes mes vidéos aussi, c'est ce que j'essaie d'expliquer, que les gens comprennent cette histoire de globalisation et que surtout, c'est pas ce qu'on croit que c'est. C'est donc de pousser tous les gens, vous inclus, dans cette globalisation, d'abandonner ses propres lois locales, civiles, etc. Donc par contrat, tu perds ta propre spiritualité, tu perds cet esprit de nation des gens, ta spiritualité, ta vraie nationalité spirituelle, entre guillemets. On va toujours te chercher à faire rentrer dans une forme de contrat qui va te faire abandonner tous tes droits. Le droit d'arbitrage est détenu par l'entreprise selon ses conditions. Donc tes moyens de défense vont se retrouver, je sais pas, dans un autre pays, en Suisse ou je sais pas où. Le langage du contrat qui va te lier, ce sera dans un langage que tu ne connais pas, dans un autre pays. Et c'est là que l'unidroit rentre en jeu. Une fois que c'est accepté, on retrouve dans tous les langages. Ça m'énerve tellement de savoir cela en fait. Ils l'ont fait et le font sous nos yeux sans qu'on s'en aperçoive. Il semble que le système est en chute libre. Ouais, tu dois détruire pour créer. Donc tu dois faire en sorte que les gens abandonnent leur vraie identité, enfin leur existence propre, leur être, pour intégrer cette fausse fiction, narratif. Mais rappelle-toi au moins d'une chose, hein, si tu te rappelles d'une seule chose de tout ce qu'on dit, c'est quand tu signes sur un End-User Agreement, dans toutes conditions générales d'utilisation, ce qui va inclure tous tes cookies sur Internet par exemple. Maintenant, on doit le faire par défaut pour tout pratiquement. Rappelle-toi que maintenant, les entreprises ne vendent plus de produits. En fait, elles les louent. T'as une licence d'utilisation en fait. Un droit d'utilisation, c'est plus le droit juridique classique. Ça, c'est du droit international. Quand tu as des problèmes ou quoi que ce soit avec ces logiciels, ces entreprises, tu n'as aucun recours en fait. Si t'es pas content, c'est pareil. Le droit international. Essaye de trouver un système d'arbitrage là pour t'en sortir, pour juger des défauts de fabrication, de vente ou quoi que ce soit. Ça, dans tes conditions d'utilisation, c'est marqué, t'es niqué dès le départ. C'est un contrat d'adhésion, donc c'est unilatéral. Il n'y a aucune bonne chose par rapport à cela, mais c'est là qu'est l'argent. C'est là où est la tentation. C'est là qu'on a été conditionné à penser que c'est bien, alors qu'en fait c'est diabolique et qu'on y participe. Là, comme dans la Bible, hein, c'est marqué, quand on commence à être attiré par des choses diaboliques, séduisantes, on finit par haïr ce qui est bon et par aimer ce qui est diabolique. Ça se passe maintenant, hein. Et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, d'ailleurs, à part peut-être te protéger toi-même. Malheureusement, il n'y a pas de groupe de gens qui ont réussi à se fédérer pour se protéger les uns les autres. Ça, c'était mon but, de créer quelque chose comme ça. Mais je suis fatigué d'avoir essayé. Mais bon, en dehors de cela, attends, je sais pas comment je vais essayer de le formuler pour toi. Et je m'en fous hein, si je plais pas beaucoup par rapport à ce que je dis. Je n'ai plus rien à foutre. Tous ces putains de connards qui m'ont interviewé aussi, patriotes ou autres, je m'en bats les couilles maintenant de ce qu'ils pensent. Bah, tu peux pas vendre la vérité. Si tu es vraiment dans ce truc, ce qu'on appelle le mouvement souverain ou autre, le mouvement qui bouge jamais, tu ne peux pas vendre la vérité. Là, c'est comme quand je faisais mes émissions sur RBN, le mec il me disait mais je peux pas vendre ton truc quoi. Comme les problèmes, les promesses qu'on m'avait fait, qu'on va te syndiquer, te toucher un peu d'argent. Mais en fait, il va me dire mais non, ce que tu dis c'est extraordinaire, on en a besoin, mais je peux pas le vendre, je peux pas vendre ce que tu dis, je peux pas vendre la vérité. Et quand il m'a dit cela, une des choses les plus folles que j'ai jamais entendues, hein. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait peut-être que je change et que je vende
la merde du mouvement dans la rédemption, ceux qui veulent récupérer l'homme de paille ou aller vendre d'autres concepts, tu vois. Ou alors c'était le choix de garder mon spirit, suivre mon compas moral et de continuer à faire ce que je fais, et c'est ce que j'ai fait, je continue à faire. Mais bon, je sais plus quoi dire, peut-être que maintenant il faut que je trouve un boulot. Car tous ces gens qui m'ont dit Clint, ah ouais, on va investir dans les crypto-monnaies. Moi, je vais investir, je vais faire des millions et je t'en donnerai pour que tu puisses continuer à faire ce que tu fais. Ben, tu sais combien de gens sont arrivés à ça? Combien de gens l'ont fait? Ben, moi, j'ai plus de thunes et puis je dois aller bosser. Car toutes mes informations sont censurées, il n'y a pas d'accès, j'ai pas de dons, rien. Tout ça pour maintenir la vérité. Donc les solutions, je sais pas, soit il faut te barrer toute seule et être un reclus quelque part, soit te trouver toi-même une petite communauté, ceux qui vénèrent vraiment la vraie vérité. Car tu peux pas la vendre, hein. Tu peux rien faire par rapport à ça. J'essaye de dire, oui, c'est pas un truth movement, c'est pas le mouvement de la vérité, le mouvement souverain, tout ce que tu veux, quoi. Donc c'est rien de tout ça, c'est pour ça que j'essaye de t'épargner beaucoup de perte de temps. J'essaye de simplifier les choses, car moi quand j'ai commencé il y a des années, je me disais putain super, ouais c'est ça les gens qui essayent de créer cela, ils vont m'aider, on va se mettre ensemble, c'est le Truth Movement. C'est génial, ils veulent tous entendre la vérité, même si elle fait mal. Ouais, ça va tuer mon ego, nos égos, mais non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la politique de l'autruche, même chez eux, ils ne veulent pas entendre. Ils préfèrent les croyances, la religion, le patriotisme, le nationalisme, le souverainisme. T'as déjà fait une vidéo sur les patentes, les brevets, etc. Oui, je suis en train de finir 2 films que je travaille depuis dessus très longtemps. Mais comme j'ai fait plein d'autres trucs en même temps, j'avais laissé un petit peu de côté. Un de ces films va être sur la guerre des brevets. C'est quelque part en rapport avec mon film Létal Injection, donc injection létale. Et donc ça part de tous les universités, car leur business principal c'est les brevets, c'est là qu'ils font de l'argent. Donc la guerre des brevets c'est un truc extraordinaire. Ce qu'ils possèdent c'est incroyable et c'est là que devient leur argent. L'éducation vient seulement en troisième position pour eux. Après les brevets et le sport. Aussi les médicaments, autres drogues, les chimères virales qui nous pondent, tous ces autres trucs, ouais, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, c'est certainement un des 2 sujets que je vais faire, je vais finir par ça, car j'ai déjà fait des documentaires sur la corporation nation, sur la vaccination. Et ici encore dans ce documentaire, je vais aller à fond dans le détail des endroits de haut niveau universitaire, toute l'histoire de Cambridge, toutes ces universités, ça va tout expliquer comment ça marche. Et c'est à la fin de mes documentaires, t'as aucun doute hein, sur ce qui se passe et sur les preuves. Mais ouais, la souveraineté, c'est tellement un gros mensonge et ça m'énerve tellement, ça me déçoit tellement aussi. C'est ça que tu vas sortir prochainement comme documentaire ou tu fais différents trucs en même temps? Ouais, non, j'essaie surtout de travailler sur redurcir la peau de mes doigts sur mes guitares. Je me suis pas mal remis à la guitare car j'en ai marre j'ai plus envie de faire tout ça en fait. Je suis pas seulement fatigué des trolls, mais j'ai plus aucun endroit où promouvoir mon travail. Personne veut m'interviewer ni montrer mes documentaires, donc c'est un peu mort pour moi. Ce qui me donne de l'espoir quand même, c'est que je dis aux gens, bah voilà, mes documentaires sont gratuits. Vous pouvez reposter, les éditer, prendre des morceaux. Ne plains pas que mon documentaire fait 9 heures, hein. T'as qu'à l'éditer et en faire 2 heures. Tout le travail est déjà fait, donc serre-toi-en. Donc, et quand des compagnies comme YouTube viennent après plus de 10 ans, en 2012, je crois que j'ai fait le documentaire Injection létale. Donc ça fait 10 ans déjà. Et soudainement, tous ces gens qui ont plébiscité mon documentaire, on en retrouve plein de morceaux partout sur YouTube, sur d'autres chaînes. Maintenant a complètement été effacé, même la moindre petite minute, comme s'il n'avait jamais existé. Bah, en fait, ouais, ils ont leurs algorithmes qui scannent et qui effacent et qui cherchent pour la moindre partie de documentaires pour les effacer. Après, je veux pas me lancer des fleurs, hein, mais c'était un documentaire extrêmement important, complètement référencé et sourcé.
Là, je veux mettre en ligne la troisième partie. La deuxième partie, c'était plutôt sur ne pas faire confiance au système médical et l'histoire. Donc la troisième partie d'injection létale sur les vaccins. On va expliquer et démontrer tout ce processus de maladie auto-immune. Comment ça marche, ça explique les inserts qu'ils font, même le concept fondamental de ce qu'eux appellent maladie. Ça va démontrer même les études qui ont été faites sur les vaccinés et non vaccinés. Sur les enfants non vaccinés, ils n'ont jamais de maladie. Et d'un autre côté, ceux qui sont vaccinés ont toutes les maladies du monde. Et c'est tellement évident en fait quand tu vois tout ça. Donc de mettre tout ça dans un documentaire va être extrêmement important. Un travail d'énormément d'années. Et donc une des parties, c'est simplement montrer comment aux États-Unis ils stérilisent les chevaux sauvages, simplement en leur injectant des ovaires de cochon, donc en les vaccinant. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui, stérilisation. Oui, en effet, tout cela est important. C'est ce qui m'a un peu aidé et soutenu récemment, c'est de voir que les gens repostent sur les médias alternatifs, d'autres plateformes comme BitChute, Odyssey. Moi, j'ai transféré ma chaîne Red Pill Sunday School sur Odyssey. Donc ouais, j'ai retrouvé sur 20 ou 30 chaînes différentes, donc ça c'est cool. Car même si chaque documentaire sur chaque chaîne chope 100 vues, c'est déjà ça. Moi sur YouTube, j'avais à peu près 400 000 vues avant qu'ils le censurent. Et toutes mes vidéos combinées donnaient un chiffre quand même assez incroyable. Et tout ça, quelque part, c'est disparu en un clin d'œil. Ouais, c'est terrible pour toi, Clint. C'est pour ça que tu as fait ton dernier article. Au revoir, merci. Bonne chance. Et que tu as dit en disant que tu arrêté. Moi, même mon téléphone voulait pas charger l'article. Ouais, bah c'est comme la fille qui m'a interviewé la semaine dernière. Elle est bien plus populaire que moi au nombre de vues. T'as un de ses amis ou interviewé récurrent, c'est Jordan Maxwell. Tu vois, ce genre de personnalité au profil. Et elle me dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi censuré que toi. Elle me dit, j'ai essayé de partager un lien, j'ai été banni. Et quand elle a essayé de mettre l'interview en ligne, en mettant mon nom, ça l'a refusé. Donc elle a dû les play différemment pour que ça puisse passer à travers leur système. Ouais, donc tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Le plus important étant mon blog, c'est ma base, c'est là où je mets toutes mes recherches, toutes mes définitions, recherches, ça depuis 13 ans. On peut même plus le trouver dans les moteurs de recherche. Avant, voilà, quoi, je pouvais taper mon adresse ou le nom de mon blog et je le trouvais avec le sujet que je voulais et hop, ça me donnait les articles tout de suite. C'était même pratique pour moi, pour mes propres recherches dans mon propre blog. Ça marchait super bien. Maintenant, c'est beaucoup plus emmerdant, voire même impossible. Donc, cette histoire de shadow banning, bannissement furtif en français, est très bizarre, parce que tu la comprends que au moment où ça se passe pour toi, en fait. Quand ça t'arrive, c'est là que tu te dis, ah ouais, quand même, putain. Car en gros, bah, si tu connais pas mon nom ou les noms de mes documentaires, tu ne trouves pas. Non, donc tu vois que ouais, je bosse sur des sujets, des trucs, mais tu peux pas me trouver quoi, même si tu fais des recherches sur les mots-clés, sur le nom, etc. etc. C'est comme si j'existais pas. Pas de nom, pas de blog, comment tu veux que les gens me trouvent. Même si je tape l'adresse complète de mon blog dans le moteur de recherche, ça le trouve pas. Au pire, ça va référencer les autres sites qui m'ont cité, qui ont cité l'adresse de mon blog, mais sans référencer le mien. Ouais, c'est dingue. Tu vois, je tape le titre d'un de mes articles les plus populaires, craquer le code de la Constitution, et ça va aller chercher les copies de ceux qui ont copié l'article.
Donc ouais, du coup, la copie c'est intéressant, mais moi je réalisais pas à ce point-là comment ça marchait, quoi. Me retrouver dans l'ombre d'Internet. C'est là, mais en fait, c'est pas là. C'est pas disponible pour la recherche. Ouais, j'avais jamais imaginé réaliser ce genre de censure, comment ça marchait, comment ça pouvait exister en fait. Quand t'en fais vraiment l'expérience, t'imagines l'Internet des choses, comment ça va être. Toute cette organisation, ces algorithmes qui régissent, qui règlent et qui norment l'intelligence artificielle, ces nouvelles lois, et ça se passe super rapidement. Ouais, ouais, t'as raison, ça arrive rapidement. Ouais, quand tu réalises vraiment la censure, comment c'est organisé, comment ils y arrivent, ce que ça amène, et que c'est possible, que c'est là. Je sais pas comment dire ou l'expliquer. C'est incroyable, mais quand tu es censuré, comment tu fais la pub de ton travail, quoi. Comment tu passes l'information. Bah Clint, du coup, je te remercie d'être passé sur l'émission Aquabrain. Et le message à tous, c'est commencer à bosser sur votre spiritualité. Ouais, et surtout ne fais pas avoir par tous ces contrats. Mais malheureusement, le seul fait d'utiliser un ordinateur, tu cliques sur tous ces contrats. Tu t'accordes, tu donnes ton gré, ton agré à tous ces contrats. La corde sous cet enfer de contrats commerciaux. Maintenant, ça se passe automatiquement maintenant. Quand tu as ton téléphone, quand tu souscris à Microsoft Word, tu peux même plus acheter d'ailleurs un logiciel, tu souscris simplement. Comme je disais, c'est plus des conditions de vente, c'est des conditions d'utilisation. Donc ils te prennent pas encore directement en disant ouais t'es un citoyen global, mondial. Doucement ils te font accepter tous ces contrats et t'amènent doucement au consentement de ce truc de citoyen mondial, citoyen numérique, simplement par l'utilisation de toutes ces choses. Tu consens à tous ces règlements, ces conditions. Petit à petit, tout est amené dans ce droit international. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les gens n'ont aucune idée de comment accéder ou régler les disputes avec ces tribunaux, ou comment profiter entre guillemets. Donc, ces tribunaux ne sont pas en fait des tribunaux constitutionnels ou des tribunaux d'État, c'est des tribunaux administratifs, donc privés, à huis clos. Et donc c'est le contrat qui compte, c'est la maxime, le contrat fait la loi. C'est toujours la maxime de loi qui sera utilisée dans ces cas-là. On va te montrer ce que tu as signé ou à quoi tu as donné ton accord, car tu as utilisé un service, quelque chose, et c'est ce qui va déterminer comment tu vas être administré, jugé, puni, etc. À crédit social. Tu n'auras pas de recours en disant mon droit de ceci, mon droit de cela. Surtout que ton contrat sera dans une autre langue et que tu connaîtras pas le droit ou la loi de ce pays. Et c'est là où que les choses empirent, hein, quoi. C'est grave. C'est ça le pire pour les gens, c'est qu'ils ne le voient pas, qu'ils ne le comprennent pas. Mais donc la vidéo, le documentaire que j'ai fait va expliquer tout ce concept d'État-nation, l'histoire, etc. Et ça sera un peu plus clair. Car il faut déblayer au niveau du conscient, commencer à ancrer ces choses-là. Parce que même moi encore, je comprends ça récemment, quoi, tu vois. Et c'est ça que j'ai dit que ces gens, il y a si longtemps, avaient compris, qu'ils essayaient d'expliquer, mais qu'on comprenait pas, qu'ils ont abandonné. C'est ce que Montgomery essayait d'expliquer. Il y a des années, quoi, moi j'ai essayé de l'interviewer, et lui qui m'a répondu, non, non, moi j'ai arrêté, je suis terminé avec ça, j'en ai marre. J'ai arrêté de faire partie du mouvement de la bullshit, du souverainisme de merde. Mais justement à cause de ce droit des gens, la Law of Nation. Et maintenant du coup je comprends ce qu'il m'a expliqué à l'époque. Ce point de vue qu'il avait du nouvel ordre mondial, hein, en gros, le droit international. Et ça a toujours été là en fait. Hein. Une chose qui est devenue son propre monstre. Ouais, merci d'être venu dans l'émission, merci à tous. Traduction Jacques Fruit. This is how you subscribe to Clint. This is how you subscribe to us. This is a video we think you'll like. Till next time.